Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le mystère de l'or. Le Salvator Mundi, le Sauveur du monde, est une peinture qui a été attribuée à Léonard de Vinci entièrement ou partiellement. Réalisé entre 1499 et 1510, le tableau représente Jésus-Christ vêtu d'une robe bleue de la Renaissance, faisant le signe de croix d'une main et tenant un orbe de cristal transparent dans l'autre main. L'orbe est censé être une représentation du monde, la sphère céleste des cieux et de la terre. La représentation ferait allusion au rôle du Christ en tant que sauveur du monde, mais ce tableau, bien qu'il s'agisse d'un véritable chef-d'œuvre, a été l'un des plus controversés de toutes les œuvres de Léonard au cours des dernières années. Pour commencer, personne ne sait vraiment si c'est De Vinci seul qui a créé cette peinture à l'huile. Elle peut tout aussi bien provenir d'un atelier ou d'un élève de Léonard de Vinci. Cette peinture a une histoire longue et compliquée, et à l'heure actuelle, personne ne peut dire où elle se trouve. Après avoir disparu en Europe pendant presque 200 ans, elle a fait surface au Royaume-Uni en 1900, puis en 2005, elle est apparue dans un état déplorable aux États-Unis. Et la quête de l'authenticité de la peinture a été très longue et suite à des recherches minutieuses, elle a été exposée à la National Gallery de Londres en 2011. Ensuite, en 2017, le tableau a été vendu pour 450 millions de dollars et a disparu. Il est maintenant caché quelque part en Arabie Saoudite sur ordre du prince héritier Mohammed bin Salman, le même bin Salman que la CIA a jugé responsable du meurtre du journaliste Khashoggi. Mais la question qui se pose dans le monde de l'art est de savoir où il l'a caché et pourquoi des informaticiens de l'Université de Californie ont récemment créé une copie virtuelle du tableau. Ces scientifiques pensent qu'avec cette copie virtuelle, ils ont résolu le mystère de l'identité du véritable peintre du Salvator Mundi. Le plus gros problème dans le tableau est que le globe dans la main du Christ ne réfracte pas la lumière de manière réaliste. Étant donné que Léonard de Vinci était un scientifique lui-même et qu'il privilégiait toujours le réalisme dans ses tableaux, il semble étrange qu'il ait choisi de l'ignorer dans ce cas précis. Cependant, en ayant recours à des outils informatiques sophistiqués pour simuler la lumière, des chercheurs ont découvert que l'orbe était très probablement creux. Si Léonard de Vinci avait imaginé que l'orbe était creux et fabriqué à partir de cristaux de roche, il n'aurait pas réfracté la lumière du tout, mais aurait été complètement translucide, comme c'est le cas dans le tableau. Le Saint Graal. Accroché au mur de l'église Santa Maria della Grazia à Milan, se trouve un tableau intitulé La Scène. Une œuvre véritablement monumentale, achevée par Léonard de Vinci en 1498. Le tableau montre le tout dernier repas que Jésus a pris avec ses 12 disciples ou bien 12 apôtres. Cette scène est un instantané de la réaction à la table quelques instants après que Jésus ait annoncé que quelqu'un allait le trahir avant le lever du soleil. Mais ce n'est pas seulement la nature religieuse du tableau qui l'a rendu célèbre. C'est la façon dont Léonard de Vinci a maîtrisé le mouvement de la perspective et surtout l'émotion humaine qui en a fait un succès instantané il y a plusieurs siècles. De nos jours, la scène fait l'objet de plus de théories que toute autre œuvre d'art. D'ailleurs, Léonard de Vinci lui-même a plus de secrets dans son œuvre que la plupart des autres artistes de la Renaissance. Certains pensent que la scène contient un message codé expliquant où se trouve le mystérieux Graal. Et vous le savez probablement déjà, mais il s'agit du même calice que celui dans lequel Jésus a bu lors du dernier repas et qui a été utilisé par Joseph d'Arimathie pour recueillir son sang lors de la crucifixion. Pour certains, De Vinci était censé être membre d'une organisation hautement secrète appelée le Prieuré de Sion, et il aurait disposé d'informations secrètes sur l'emplacement du Graal. Et bien qu'il n'ait pu le dire verbalement à personne, il aurait pu laisser un message codé dans ses œuvres d'art pour indiquer la bonne direction aux observateurs au regard perçant. Et même si, pour être honnête, personne n'a jamais trouvé le prétendu message codé dans le tableau, nous ne savons même pas si un tel message existe vraiment. Le bébé secret. Il existe des rumeurs selon lesquelles, sur le tableau de la scène, Marie-Madeleine est la personne assise à la droite du Christ. Il est également dit que 2 sièges plus loin se trouve un bébé déguisé.
En poussant ces théories encore plus loin, certains disent que Marie-Madeleine se place comme une pièce de puzzle sur l'épaule de Jésus, comme si elle reposait sa tête sur son épaule pour le réconforter. Il est également dit que l'hypothétique bébé s'insère parfaitement entre eux. Vous pouvez voir où je veux en venir, mais suivez-moi un instant. Pour les personnes soutenant ces théories marginales, cela suggérerait que Jésus et Marie-Madeleine ont conçu un enfant en secret avant la crucifixion. Ou du moins, ce serait la suggestion si Léonard de Vinci avait vraiment dessiné le dernier repas avec Marie-Madeleine et un bébé secret en tête. Mais quel est donc le fondement de cette rumeur? Le personnage à la droite de Jésus est tout simplement l'apôtre Jean et non Marie-Madeleine. La rumeur vient du fait que Jean ressemble terriblement à une femme dans le tableau. Mais c'était juste la façon dont Léonard de Vinci dessinait les hommes, parfois avec des cheveux longs et voluptueux et des traits délicats. Si Léonard avait vraiment dessiné Marie-Madeleine dans le tableau, il aurait certainement été poursuivi pour hérésie et condamné à la pendaison ou à l'emprisonnement pour le reste de sa vie. Dame à l'hermine. Le scientifique Pascal Cotte a récemment utilisé une technique d'éclairage révolutionnaire pour révéler un secret stupéfiant sur l'une des peintures les plus célèbres de Léonard de Vinci. Il ne s'agit pas de la Mona Lisa, mais de la Dame à l'hermine. Il l'a peint entre 1489 et 1490 et elle s'appelait Cecilia Gallerani. C'était une jeune femme d'Italie qui était la maîtresse du duc de Milan. Elle tient dans ses bras une hermine qui est une sorte de belette à queue courte. Personne n'avait jamais sérieusement étudié le tableau. La plupart des experts s'accordaient à dire qu'elle avait toujours tenu le petit animal dans ses bras. En tout cas jusqu'à ce que le chercheur Pascal Cotte, après avoir examiné l'œuvre à l'aide de techniques de réflexion de lumière, ne découvre que De Vinci avait apporté quelques modifications au tableau. Dans la première version du tableau, il n'y avait pas du tout d'hermine, et dans la deuxième version, il avait changé la robe de la dame. Ces secrets ne sont pas révolutionnaires, ils ne révèlent rien de bien choquant. Mais il est intéressant de voir que l'une des œuvres les plus célèbres de De Vinci a été retouchée par l'artiste à plusieurs reprises, qui ne pouvait pas se décider sur ce que la femme voulait porter ou ce qu'elle devait tenir dans ses mains. Le tableau se trouve aujourd'hui au Musée national de Cracovie. L'autre Lisa. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, restons toujours avec le même scientifique, Pascal Cotte. Il a étudié la Joconde pendant 10 longues années. Il était impatient de découvrir le mystère de cette peinture et de la femme mystérieuse qui y figure. Tout d'abord, la femme sur le tableau ne s'appelle pas Mona Lisa. Mona est presque certainement une contraction de Madonna, ce qui lui conférait alors un lien avec la Vierge Marie. La plupart des historiens s'accordent à dire que Léonard de Vinci a utilisé comme modèle une femme du nom de Lisa Gherardini, une bourgeoise de Florence au XVIe siècle. Et de Vinci tentait apparemment de transformer Lisa en sa propre version énigmatique de la Madone. Mais voici ce que Pascal Cotte a trouvé sous la peinture. Après 10 ans d'examen, il a découvert un visage différent sous l'œuvre d'art originale. Si sa découverte s'avère légitime, cela va bouleverser le monde de l'art et jusqu'à présent, il semblerait que ces découvertes soient vraies. L'historien de l'art Andrew Graham Dixon a corroboré l'affirmation incroyable selon laquelle la femme originale sous le tableau n'était certainement pas Lisa Gherardini. C'était une femme totalement différente avec un visage complètement différent. La femme originale avait un visage beaucoup plus mince, des yeux très différents, moins de cheveux, une tenue bien plus révélatrice montrant un peu plus de peau, et le plus choquant de tous, elle souriait. Personne ne sait ce que Léonard de Vinci a fait ici. Il semble qu'il ait peint une femme, qu'il ait décidé qu'il ne l'aimait pas et qu'il l'ait transformée en Lisa Gherardini par la magie de sa peinture à l'huile. L'adoration des mages. Pendant 5 longs siècles, les images sous l'adoration des mages, l'une des premières œuvres d'art de De Vinci, sont restées cachées. Maurizio Saracini, chercheur en art, a utilisé une technologie de photographie infrarouge pour découvrir des détails auparavant invisibles, dont certains ont suscité l'enthousiasme des adeptes de théories en tout genre. Dans tous les tableaux de Léonard de Vinci, l'adoration des mages est l'un des plus chargés. Il se passe énormément de choses dans ce tableau.
Des personnages au visage en passant par les bâtiments, les plantes et le feuillage en arrière-plan et même des abeilles. Il y a suffisamment de choses qui se passent pour permettre, avec un peu d'imagination créative, de trouver toutes sortes de signes et de les interpréter à peu près comme on le souhaite. Mais la vérité derrière cette peinture est qu'elle est censée représenter les trois rois rendant visite à la Vierge Marie et au nouveau-né Jésus. Mais la grande différence ici est qu'il n'y a pas de crèche, pas d'étable, pas même d'âne, mais une colline avec un arbre envahi par des visages grognants et des hommes rampant sur leurs mains et leurs genoux. Nous apercevons également un cavalier au loin et ce qui semble être une structure en ruine. La peinture est étrange, c'est indéniable, mais avec les traces récemment découvertes sous la peinture terminée, les choses prennent un peu plus de sens. Leonardo n'avait clairement pas encore trouvé ce qu'il voulait en faire. C'était à l'origine une scène de bataille à part entière, des hommes à cheval s'entretuant avec des armes en acier, les bâtiments étaient également caractéristiques de temples antiques. De Vinci avait créé une nativité unique en son genre, avec la Vierge Marie et Jésus au centre d'une bataille au milieu de ruines antiques. Mais personne ne sait pourquoi ni ce qu'il essayait de communiquer. La Vierge au rocher. La Vierge au rocher est une œuvre d'art vraiment magnifique créée par Léonard de Vinci il y a 500 ans. En réalité, il existe plusieurs versions de ce tableau, mais nous y reviendrons plus tard. Des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont fait appel à un scanner à rayons X ainsi qu'un algorithme totalement novateur pour découvrir des figures cachées sous l'un des tableaux les plus célèbres de Léonard de Vinci. C'est ce que les historiens de l'art appellent une fouille visuelle. Ils ont découvert des dessins partiels sous l'œuvre achevée en se servant de l'imagerie infrarouge. Mais tout d'abord, examinons un peu le contexte. La Vierge au rocher a été commandée en 1483 comme un retable pour une chapelle consacrée à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Deux grandes sculptures d'anges se tenaient aux côtés de la Vierge. Le tableau de Vinci était placé directement sous la sculpture. Il existe encore aujourd'hui deux versions du même tableau. La première est la version originale et se trouve au musée du Louvre. La deuxième version, qui se trouve à la National Gallery de Londres, a également été réalisée par Léonard de Vinci. Elle montre la même scène, mais avec des teintes légèrement différentes et un ton plus sombre. Les deux tableaux mesurent plus d'1,80 m et ont été peints à l'origine sur deux panneaux de bois. Les croquis cachés sous la version londonienne montrent une version totalement différente du tableau. On y voit la Vierge debout dans une posture différente, ainsi que de nombreux anges chantonnant autour de l'enfant Jésus. Il semblerait que pour la deuxième version du même tableau, Léonard ait envisagé de prendre une toute autre direction avant de se raviser. Était-il dyslexique ? Cela fait plus de 500 ans que Léonard de Vinci est mort, et à ce jour, il est considéré comme l'un des plus grands inventeurs et artistes de génie de l'histoire de l'humanité. Selon le docteur Salvatore Magnone, chercheur à l'université Thomas Jefferson, de Vinci devait en partie ses capacités artistiques à la dyslexie. Environ 20% des habitants de la planète souffrent de dyslexie. Contrairement à la croyance populaire, la dyslexie n'affecte pas l'intelligence, mais plutôt les troubles d'apprentissage, surtout en ce qui concerne la lecture, l'écriture et l'orthographe. Des études scientifiques récentes ont montré que les personnes atteintes de dyslexie sont souvent plus créatives que les autres. Pas dans tous les cas, mais il est assez fréquent que les personnes dyslexiques soient extraordinairement créatives. Et grâce à tous les documents relatifs à Léonard de Vinci, nous savons qu'il n'était pas très doué à l'école, qu'il était mauvais en orthographe, qu'il avait au moins 9 façons différentes d'écrire un mot et qu'il n'arrivait pas à trouver les bonnes lettres. Les chercheurs pensent qu'il était presque certainement dyslexique et que cela a contribué à alimenter son génie créatif. L'Annonciation. L'Annonciation a été achevée par Léonard de Vinci en 1476. La peinture montre la Vierge Marie visitée par l'archange Gabriel. Et comme vous le savez déjà, un très grand nombre des plus grandes œuvres d'art de Léonard de Vinci ont un rapport avec la Vierge Marie. Et dans ce cas précis, elle est assise dans un jardin à l'extérieur d'un palais de la Renaissance lorsque Gabriel apparaît pour dire à Marie qu'elle va bientôt porter un fils et qu'il sera le Fils de Dieu.
L'Annonciation était l'événement biblique préféré des artistes de la Renaissance. Chaque petit détail du tableau a un rapport avec l'histoire. Par exemple, le jardin est clairement en fleurs, ce qui suggère la saison du printemps. Et au XVe siècle, les gens croyaient que l'Annonciation était le moment exact où Dieu avait fécondé la Vierge Marie, 9 mois avant la nativité en hiver. Et le dernier secret de la peinture est un simple rayon de lumière qui illumine le visage de Marie en touchant sa main levée. Ce minuscule détail, presque invisible, est le plus important de toute la peinture. Le rayon de lumière est censé être le Saint-Esprit lui-même touchant la chair de Marie. Il représente le moment même où le Christ est amené dans ce monde. Message apocalyptique. Une affirmation extravagante a été faite selon laquelle Léonard de Vinci aurait laissé dans son tableau, la scène, un message secret concernant la fin du monde. De Vinci aurait pris soin de souligner l'importance du chiffre 3. Il y a 3 fenêtres et 4 groupes de 3 apôtres. Selon la chercheuse Sabrina Sforza Galizia du Vatican, ces chiffres sont liés à une prédiction secrète d'un déluge mondial qui se produira le 21 mars de l'an 4006. Il nous reste donc un peu de temps. Sabrina affirmait qu'en étudiant la fenêtre en demi-lune au-dessus de la figure du Christ, ainsi qu'en ajoutant la collection de 3 et en faisant une folle gymnastique mathématique, elle aurait soi-disant découvert la date de la destruction de l'humanité. Sabrina croit également que Léonard de Vinci a une vision de la fin des temps et qu'elle aura lieu dans 2000 ans. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Requiem caché. Un musicien italien vient peut-être de découvrir l'un des plus grands secrets cachés dans un tableau, qui plus est l'un des plus emblématiques jamais peints. À travers l'histoire, plusieurs personnes ont vu dans le travail de Léonard de Vinci, en plus de son génie apparent, des messages et des codes secrets cachés dans certaines de ses œuvres d'art. Et cette idée sera largement rendue populaire avec le roman de fiction de Dan Brown, le Da Vinci Code. Mais cette fois, la réalité pourrait bien dépasser la fiction avec ces découvertes faites dans la scène ou le dernier repas par Léonard de Vinci. Le tableau, qui est considéré comme l'une des œuvres d'art les plus célèbres de l'histoire, représentant peut-être l'un des moments les plus importants de la Passion du Christ, pourrait cacher un message secret du génie de Vinci. Le musicien italien Giovanni Maria Pala a remarqué des lignes verticales et des lignes horizontales qui lui ont rappelé le pentagramme d'une partition musicale. Et en se basant sur le positionnement des bouts de pain et des mains des apôtres, le musicien a réussi à recréer les notes qui peuvent être jouées sous forme d'une composition de 40 secondes que l'on va écouter pour laisser chacun se faire sa propre opinion à la fin de la séquence. Cette théorie est d'autant plus plausible quand on sait que parmi les nombreux talents de Vinci, il était aussi musicien. Il a d'ailleurs servi les célèbres Médicis pendant plusieurs années comme musicien en jouant de la lyre mais aussi de l'orgue. Et coïncidence intéressante, l'église où il a peint la scène contient justement un orgue. Autre détail intéressant, quand le musicien italien a réussi à reconstituer la composition, les notes n'avaient aucun sens, jusqu'à ce qu'il les joue de droite à gauche. Une autre particularité du style de composition de Vinci. Je vous laisse entendre une partie de la composition et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Composition cachée ou simple hasard? La Belle Princesse. La Bella Principessa, appelée aussi Belle Princesse, est l'un des exemples les plus captivants d'une œuvre d'art non identifiée. L'intrigue de cette histoire commence en 1998 quand Kate Gans, une galeriste new-yorkaise, l'achète dans une vente aux enchères. L'œuvre d'art, qui représente le portrait d'une jeune dame de profil, a été adjugée pour la somme de 22 000 $ dans la très célèbre société de vente aux enchères Christie's de New York. Le tableau sera ensuite revendu en 2007 à Peter Silverman, collectionneur canadien, pour à peu près la même somme d'achat. Mais Silverman avait déjà repéré le tableau dans la précédente vente aux enchères et il se doutait déjà qu'il pourrait revêtir une valeur bien plus grande qu'il n'y paraît.
C'est ainsi que Silverman décide de mener une batterie de tests sur l'œuvre d'art en 2008. L'experte Christina Guedo l'attribue à Léonard de Vinci, un verdict qui a été corroboré par grand nombre d'experts de renom, mais aussi par des données scientifiques, la plus importante étant la datation au carbone 14 qui prouve que le tableau est contemporain de Vinci. Et en prenant en compte ces nouvelles données, le tableau fut réévalué à plus de 150 millions de dollars. Mais c'était très loin d'être la fin de cette histoire. Quelque temps plus tard, un contrefacteur ou un faussaire très célèbre a prétendu en être l'auteur. Silverman, le propriétaire du tableau, décide alors de lui offrir 10 000 dollars afin de recréer le tableau pour pouvoir prouver ses allégations, chose qu'il refusera toujours. Mais l'attribution du tableau à Léonard de Vinci est loin d'être partagée par tous les experts, puisqu'en 1998, certains experts l'ont attribué à un artiste allemand du XIVe siècle, un peintre connu pour s'être largement inspiré, pour ne pas dire copié, l'école italienne. Mais là encore, un expert canadien, Paul Biro, relève une empreinte sur le tableau qu'il décrit comme étant très comparable à une autre empreinte sur le Saint-Jérôme de Vinci qui est inachevée au Vatican. Mais plus tard, une enquête du New Yorker va remettre en question les allégations de l'expert canadien qui démontre son passé de falsificateur, ce qui remet en question la véracité de cette preuve. Mais encore une fois, les experts s'accordent à dire que l'œuvre est très clairement attribuable à un gaucher, une particularité très rare chez les artistes de la Renaissance. Mais là encore, les cils de la jeune fille sont représentés, ce qui serait une première dans un tableau de Léonard de Vinci. Mais le plus grand argument contre la thèse d'un De Vinci perdu, que le tableau est d'un style typique du XIVe siècle et non du XVe, en plus d'un choix très inhabituel de support pour De Vinci. L'hypothèse d'un De Vinci est à la fois supportée et réfutée par plusieurs grands experts de renom, et les preuves dans les deux sens ne manquent pas. On n'est donc pas près d'avoir une réponse tranchée, et ce tableau n'a pas fini de faire couler de l'encre ou de la peinture. Terrasse du café le soir. Si la fresque du dernier repas avec sa partition cachée représente peut-être l'un des plus grands secrets cachés dans une œuvre d'art, la même scène biblique est peut-être cachée dans une autre œuvre d'art, là aussi par l'un des plus grands peintres de l'histoire. Terrasse du café le soir, également connue sous le nom de terrasse de café sur la place du Forum, est une peinture de l'artiste néerlandais Vincent van Gogh, réalisée à Arles en septembre 1888. Si certains admirent la palette hypnotisante et le paysage urbain charmant, d'autres historiens et experts y voient bien plus. En réalité, certains y voient l'épisode biblique du dernier repas représenté dans la célèbre scène de Léonard de Vinci. Et en y regardant de plus près, on peut très clairement voir 12 personnes attablées dans la terrasse, le même nombre que les 12 apôtres, avec une figure aux cheveux longs et aux vêtements blancs debout entre eux. Van Gogh était très religieux et était connu pour sa piété. D'ailleurs, il a réalisé beaucoup de peintures religieuses qui étaient beaucoup moins connues. Van Gogh a même voulu devenir pasteur protestant comme son père et son grand-père avant lui, mais il échoue dans cette vocation et il demande alors à son frère Théo: « Comment puis-je être utile au monde? Ne puis-je pas servir quelque chose et être utile? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Message caché ou simple coïncidence ?» Humour romain. Tout historien vous dira que les Romains avaient beaucoup d'humour. D'ailleurs, il est toujours visible dans certaines des fresques retrouvées à Pompéi. Mais une découverte récente faite en Turquie donne une toute autre dimension à cet humour antique. Des archéologues ont été choqués de découvrir des fresques représentant de l'humour salace. Les œuvres et les fresques ont été découvertes dans des latrines publiques à Antioche en Turquie et qui remontent à 1800 ans. Les latrines étaient adjacentes aux thermes et aux bâtiments municipaux, ce qui veut dire qu'elles étaient très fréquentées. Mais malgré ça, les mosaïques au sein des latrines représentent quelques plaisanteries vulgaires en référence à la mythologie, comme par exemple cette mosaïque qui représente Narcisse admirant une certaine partie de son anatomie, et là aussi Ganymède se faisant essuyer une autre partie de son anatomie par un oiseau. Les chercheurs responsables de la découverte n'arrivaient pas à en croire leurs yeux, puisque les fresques représentaient des scènes mythologiques qui ont été détournées de façon très humoristique et très salace. Narcisse par exemple est représenté avec un très gros nez, ce qui était considéré comme un signe de laideur, alors qu'il était connu pour sa beauté. Il regardait aussi avec insistance et de façon suggestive une partie de son anatomie en référence au fait qu'il soit tombé amoureux de sa propre réflexion dans le mythe. Pour Ganymède, l'oiseau qui l'essuyait était censé représenter Zeus dans la mythologie, et c'était un aigle au lieu du héron représenté dans la fresque. Comme quoi, toutes les époques sont bonnes pour des blagues douteuses.
vole au musée. Parlons cette fois d'un autre type de mystère entourant des œuvres d'art. Et cette fois, c'est un cambriolage, et qui plus est, le plus gros cambriolage de l'histoire de l'art. Ce vol spectaculaire, qui attend d'ailleurs toujours d'être élucidé, a eu lieu en 1990 au musée Isabella Stewart Gardner Museum, le jour de la Saint-Patrick, avec la parade qui battait son plein. Un jour parfait donc pour commettre un casse de nuit dans une partie désertée de la ville. Deux hommes en uniforme de policier sonnent à la porte du musée Isabella Stewart Gardner et y pénètrent sans encombre après que l'agent de sécurité leur a ouvert. Et sous ces apparences de paisible musée de province, derrière une austère façade, le musée recèle les trésors accumulés par sa créatrice dont il porte le nom et qui était collectionneuse d'art décédée dans les années 20. Au total, 13 tableaux manquent à l'appel. Parmi les œuvres historiques dérobées, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, seul paysage maritime de Rembrandt, son portrait d'une dame et d'un gentilhomme en noir, le cancer de Vermeer, paysage avec un obélisque de Governflink et enfin une huile sur toile d'Édouard Manet et un gobelet chinois ancien. La valeur totale est alors estimée à 200 millions de dollars et un demi-milliard aujourd'hui. Les toiles quant à elles ont été sauvagement découpées au couteau à même les cadres et les voleurs semblent avoir pris fuite de manière précipitée, laissant derrière eux des œuvres décrochées du mur et les cadres des autres toujours accrochés au mur. Et malgré des récompenses alléchantes allant jusqu'à 10 millions de dollars pour celui qui aiderait à récupérer les tableaux, ils ne seront jamais retrouvés et les autorités n'ont toujours pas la moindre idée des coupables. Mais malgré l'immense valeur des œuvres d'art, elles seraient très difficiles à revendre sur le marché. Un journaliste a commenté d'ailleurs, à moins d'avoir déjà trouvé un acheteur, c'est peut-être le braquage le plus idiot de l'histoire moderne. Ce qui laisse donc penser que les voleurs avaient déjà un acheteur avant de se lancer. Mais malgré une immense enquête impliquant la mafia de Boston et des suspects un peu partout autour du monde, l'affaire est toujours non résolue. La bataille d'Anghiari. Vous l'aurez compris à ce point, Léonard de Vinci est lié à énormément de mystères dans le monde de l'art, mais celui-là est un peu particulier. La bataille d'Anghiari est une peinture murale peinte par Léonard de Vinci sur le mur est de la salle du Grand Conseil du Palazzo Vecchio de Florence. Sauf que si vous pensez avoir déjà vu ce tableau, eh bien détrompez-vous, puisqu'il n'en existe que des copies. L'original a été perdu parce que Léonard de Vinci a utilisé un procédé expérimental appelé l'encaustique, qui consiste en des couleurs délayées dans de la cire d'abeille. Mais la fresque s'est très vite dégradée et en 1563, Vasari, chargé de la rénovation du Palazzo Vecchio, peignit de nouvelles scènes de bataille sur les murs de la salle, afin de recouvrir la peinture en mauvais état. Mais la fascination pour l'œuvre accidentée ne s'est pas démentie après sa destruction. Elle ne s'est que renforcée et plusieurs tentatives de reconstruction littéraire ou graphique ont été menées. Et plusieurs amateurs et experts ont entretenu l'idée que l'œuvre d'art existait toujours, cachée sous les nouvelles fresques. Et en 1975, une véritable enquête est menée pour essayer de retrouver l'œuvre originale du maître italien. Surtout quand on sait que Vasari, l'artiste qui a recouvert la fresque originale, respectait énormément de Vinci, qu'il considérait comme un maître. Vasari a même prouvé en 1570 son respect pour les grands maîtres de la Renaissance. Il fut chargé de peindre une Madone du Rosaire sur l'église Santa Maria Novella de Florence, à l'emplacement même où Masaccio avait peint la fresque de la Trinité. Vasari refusa de détruire l'œuvre de Masaccio et se contenta de la dissimuler derrière sa propre peinture. Il pourrait avoir agi de la même façon pour l'œuvre de Vinci, d'où la conviction d'ailleurs que l'original existe toujours caché sous les nouvelles fresques. Mais le 12 mars 2012, Maurizio Serracini, un spécialiste indépendant dirigeant une équipe recherchant la bataille de Léonard de Vinci, a déclaré dans un communiqué l'avoir trouvée sous la peinture de Vasari. Ils ont percé cette dernière afin d'y introduire des micro-caméras et des sondes endoscopiques et ont découvert ce qui pourrait être l'œuvre disparue. Mais suite à des années de recherche, cette information sera démentie par la directrice du département de restauration des peintures murales de l'Opificio delle Pietre Dure à Florence et assure même qu'il n'y a pas de bataille d'Anghiari sous la peinture de Vasari au Palazzo Vecchio.
la vraie Mona Lisa. L'œuvre d'art la plus emblématique du monde est sûrement le portrait de la Mona Lisa qui est exposé au Louvre à Paris, mais le mystère autour du tableau réside dans l'identité du sujet principal dont est fait le portrait. Certains poussent la réflexion jusqu'à se demander si elle représente une personne ayant réellement vécu ou non, et des analyses précédentes menées sur le tableau révèlent, grâce à de la réflectographie infrarouge, l'existence de dessins préparatoires et même d'une ébauche au pinceau. Mais ce n'est rien d'inhabituel pour un tel tableau, surtout quand on sait que l'œuvre d'art est le fruit d'un acte créatif qui s'étend sur plus d'une décennie en plusieurs étapes. L'histoire raconte qu'elle serait le portrait de Lisa Gherardini del Giocondo, et ce, bien que le résultat final soit quelque peu différent d'autres portraits d'elle. Ces différences seraient peut-être dues justement aux modifications réalisées durant le processus de création par l'artiste, mais pour certains, il s'agirait d'un autoportrait de De Vinci en lui donnant des traits féminins pour susciter la curiosité des gens comme une sorte de blague. Mais si c'est une blague, elle est certainement très élaborée, avec son sourire et son regard inaltérables. Mais cette théorie est très largement réfutée, puisque plusieurs éléments semblent prouver que la Mona Lisa était bel et bien une femme et qu'elle était enceinte en plus. L'ensemble de l'habit de la Mona Lisa est totalement enveloppé d'un guarnello, voile de gaze fin et transparent, normalement porté à l'époque par les femmes enceintes ou venant juste d'accoucher, en plus de ses mains qui recouvrent son ventre. Détail qui rajoute encore plus à la légende et au mystère de l'œuvre d'art la plus connue au monde. Et Dieu créa l'homme. L'une des œuvres d'art les plus impressionnantes et les plus fascinantes du monde se trouve sur le plafond de la chapelle Sixtine dans le Vatican. L'œuvre d'art impressionnante du peintre italien Michel-Ange représente 9 scènes bibliques tirées du livre de la Genèse. Et pour certains, Michel-Ange aurait caché un détail secret dans son travail et qui était en même temps un petit pied de nez à l'église, plus précisément dans la scène de la création d'Adam. Dans la représentation de Dieu flottant dans le ciel, entouré par des personnages angéliques, ils sont entourés par une sorte de cape très fluide agitée par le vent. Et c'est dans cette cape que les gens ont vu la forme d'un cerveau. La fresque qui est censée représenter le texte biblique qui dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa », avec l'index de Dieu rejoignant celui d'Adam sans le toucher, donnant ainsi vie à l'homme. Mais certains voient dans le cerveau le message caché que le plus grand don de Dieu à l'humanité est celui de la réflexion et de la science. Surtout quand on sait que Michel-Ange était féru d'anatomie et qu'il a même mené des dissections en cachette. Une pratique strictement interdite par l'Église à l'époque et d'ailleurs par toutes les religions. Alors était-ce une façon de protester contre les convictions des autorités religieuses de l'époque et ainsi immortaliser ces convictions, ou ce n'est qu'un simple hasard ? La femme mystère du coin d'herbe. Le coin d'herbe de Van Gogh ressemble à ce qu'il y a de plus ordinaire en représentant une parcelle d'herbe, mais il cache en réalité une véritable merveille. Il l'a achevé à Paris en 1887 et c'est l'une de ses peintures les plus célèbres au cours du siècle dernier. Mais ce qui est vraiment fascinant à propos de Patch of Grass ou un coin d'herbe est que, comme beaucoup de peintures de Van Gogh, il a peint sur quelque chose d'autre. Les chercheurs ont remarqué le léger contour d'une tête sous l'herbe verte, mais ce n'est qu'avec l'arrivée de la technologie moderne que des chercheurs du musée Kröller-Müller aux Pays-Bas ont pu résoudre le mystère. Les scientifiques ont pu utiliser des techniques à rayons X pour regarder sous le verre. Ils ont découvert le visage d'une paysanne au centre de l'œuvre. Celui-ci n'a été visible qu'après avoir utilisé cette nouvelle technologie. Il aura fallu 2 jours aux scientifiques pour scanner entièrement l'image. Ils ont dû utiliser un très fin faisceau de rayons X énergisés afin d'accélérer les particules et la sous-couche de la peinture alors libérer des rayons X phosphorescents que les scientifiques ont pu capturer pour avoir une vue globale du tableau. Mais ce qui est dommage est que nous ignorons qui est cette femme mystère dans le tableau. C'était peut-être une paysanne du village néerlandais de Nuenen où Van Gogh a séjourné entre 1884 et 1885. La controverse de Madame X. Madame X ou Portrait de Madame X est le titre informel d'un portrait peint par John Singer Sargent et qui a été présenté au Salon de Paris en 1884. C'est l'un des tableaux les plus controversés de l'histoire. L'indignation suscitée par cette peinture, jugée scandaleuse et immorale par les critiques, a été suffisante pour forcer Sargent à repeindre son chef-d'œuvre. Le scandale a terni à jamais sa réputation et l'a conduit à être chassé du pays. Aujourd'hui,
Ce tableau est l'un des portraits modernes les plus remarquables du 19e siècle. Et selon ceux qui connaissent Sargent, il travaillait de manière obsessionnelle pour capturer l'aspect exotique et quelque peu étrange de son sujet, Madame Gautreau. C'était une américaine de la Nouvelle-Orléans qui s'était mariée à un riche banquier à Paris. Mais pour une raison quelconque, sa beauté sûrement, elle a attiré l'attention de Sargent. Il l'a décrite comme ayant la plus belle peau qu'il n'ait jamais vue, avec des cheveux auburn teintés de lignes spectaculaires. Mais lorsqu'il a révélé le tableau, les critiques ont été scandalisés. La couleur de la peau est associée à celle d'un cadavre, la bretelle tombée à des mœurs légères, la tête de profil à une attitude hautaine et la position peu naturelle du corps déplaise au public et à la critique. La mère de Virginie Gautreau ira même jusqu'à dire « Ma fille est déshonorée ». L'une des bretelles de sa robe pendait au-delà de son épaule. Et on se moquait aussi de Madame Gautreau qui n'a pas commandé la peinture et c'est Sargent qui l'a poursuivie pour obtenir cette chance, contrairement à la plupart des portraits pour lesquels c'était les clients qui les sollicitaient. Les Parisiens la traitaient de cadavre décomposé, d'épouvantail et de toutes sortes d'autres choses désagréables. Le tableau fait honte à l'artiste et à la jeune femme. Et en 1995, la radiographie a révélé les changements que les critiques ont forcé Sargent à faire après avoir terminé le portrait. Non seulement il a arrangé la bretelle de sa robe, mais il a modifié la position de son oreille et de son bras. Jeune femme se poudrant. Jeune femme se poudrant est une peinture à l'huile réalisée entre 1889 et 1890 par le très talentueux français Georges Seurat, inventeur du pointillisme. Il a été décrit par Guillaume Apollinaire comme le microbiologiste de la peinture. Le tableau montre la maîtresse de l'artiste, Madeleine Knobloch, assise sur une chaise et se poudrant devant un miroir. Il avait gardé secrète sa relation avec le modèle jusqu'à ce qu'il expose le tableau. Et à ce moment-là, il était évident que l'artiste et son modèle entretenaient une liaison. Mais si les critiques français avaient pu voir ce que les chercheurs ont découvert en 2014, l'artiste aurait sûrement passé un sale quart d'heure. Une technologie d'imagerie avancée a révélé un changement surprenant que Seurat avait apporté à la peinture à la dernière minute. À l'origine, il s'était peint lui-même regardant la femme à travers une fenêtre supérieure dans le coin gauche du tableau. Au mieux, c'est du voyeurisme, au pire, c'est un pervers, surtout pour les mœurs de l'époque. Nous pouvons clairement voir le peintre regarder sa maîtresse de haut en bas pendant qu'elle se prépare. C'était le 19e siècle et c'était à peu près la même chose que d'espionner les femmes dans la salle de bain. Heureusement pour le peintre, il était assez intelligent pour cacher son petit fiasco de fenêtre et le remplacer par une photo accrochée au mur d'un joli vase de fleurs. Mais curieusement, l'image recouverte de l'artiste espion est le seul et unique autoportrait qu'il ait jamais fait. Avant Balance ton porc, il y avait déjà Balance ton peintre. Le cri. Le cri est l'une des peintures les plus troublantes au monde, créée par Edvard Munch en 1893. Le personnage en bleu sur la promenade, les couleurs étranges et l'homme qui se tient le visage en criant en font l'une des œuvres d'art les plus marquantes de l'histoire, avec son aspect pratiquement psychédélique qui semble cacher un message secret. Et en 1904, un critique d'art danois a remarqué pour la première fois qu'il y avait un message faiblement gribouillé dans le coin supérieur gauche de la peinture. Le message dit ne peut avoir été peint que par un fou. Et alors que les experts en art ont découvert le message 10 ans seulement après la création de la peinture, son mystère les a laissés perplexes pendant 117 ans. Jusqu'à présent, personne ne pouvait avancer avec certitude qu'il avait écrit. Le problème est que lorsque le tableau a été mis en vente pour la première fois, il était loin d'être un franc succès. Lorsque Munch a exposé le tableau en Norvège pour la première fois en 1893, un critique d'art du nom de Henrik Grosch a déclaré que personne ne devrait jamais considérer Munch comme un peintre sérieux. Un étudiant en médecine a même remis en question son état mental, en affirmant que sa dernière peinture prouvait qu'il était fou. Bien sûr, toutes ces critiques ont beaucoup blessé Munch, d'autant plus qu'il a toujours redouté de devenir fou. Et en 1908, c'est ce qui arriva. Les médecins ont hospitalisé Munch après qu'il ait fait une dépression nerveuse. Son père et son grand-père avaient tous deux souffert de problèmes graves similaires, et les psychiatres ont même interné sa sœur dans un hôpital psychiatrique. Les historiens de l'art ne savaient pas qui avait écrit ce message secret. Est-ce un vandale ou bien Munch? Mais en 2021, l'analyse scientifique de la peinture à l'aide d'un microscope spécialisé a finalement prouvé une fois pour toutes que c'était l'artiste lui-même qui avait écrit le message caché, une prémonition glaçante.
les codes secrets de la scène. Il y a toutes sortes de secrets dissimulés dans la scène, le célèbre tableau de Léonard de Vinci représentant Jésus et ses 12 apôtres assis pour le dernier repas. Cette peinture, commencée en 1495, a fait l'objet de nombreuses théories au cours des siècles, mais il a été difficile de séparer les véritables messages cachés des absurdités. Par exemple, qui sont les personnages mêmes du tableau? Un demi-siècle après que Da Vinci l'ait peint, les experts ne sont toujours pas unanimes sur l'identité de tous les personnages qui sont assis à la table. Certains disent que Da Vinci a peint le bien-aimé apôtre Jean pour qu'il représente Marie-Madeleine de façon subliminale. Et si vous regardez le tableau d'assez près, Jean ressemble étonnamment à Marie. Il y a même des similitudes entre le supposé Jean et la Mona Lisa, qui a été achevée plusieurs années avant la scène. Il existe aussi des rumeurs selon lesquelles, au moment où il a révélé le tableau, tout le monde savait que Jean était en réalité Marie. Mais les autorités chrétiennes furieuses auraient exigé le changement de nom qui a fini par s'imposer. Les autorités ecclésiastiques l'ont dissimulé parce qu'elles désapprouvent le fait qu'une femme soit assise à la droite de Jésus. Un autre aspect surprenant de la scène est qu'elle contient beaucoup de symbolisme géométrique. Da Vinci avait souvent recours à la géométrie afin de représenter le nombre 3, dont la plupart des experts s'accordent à dire qu'il fait référence à la Sainte Trinité. Nous pouvons voir les 3 fenêtres directement derrière Jésus et le Christ lui-même a la forme d'un triangle parfait avec 3 côtés égaux. Il y a 4 groupes d'apôtres, chaque groupe étant composé de 3 personnes. Et enfin, Léonard a séparé le tableau en 3 sections principales. Le grand espace vide dans le tiers supérieur au-dessus des personnages à table et le ciel, eux-mêmes représentant le plan terrestre, et le tiers inférieur sous la table qui serait censé représenter le vide de l'enfer lui-même. Le prophète Zacharie. Né en 1443, le pape Jules II était appelé le pape guerrier. Il fut l'un des papes les plus importants de l'histoire de l'Église. Ce célèbre pape a remporté des victoires militaires dans toute l'Europe. Il a renforcé le pouvoir des États pontificaux et a commandé certaines des peintures les plus spectaculaires de la Renaissance. Et l'une de ses œuvres commandées a été peinte sur le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange était occupé à travailler sur le prophète Zacharie lorsque le pape Jules II l'interpellait constamment et lui demandait quand est-ce qu'il allait achever le projet. Il était agacé par le fait que Michel-Ange prenne autant de temps, mais Michel-Ange a décidé de se venger à sa propre manière. Il a laissé un message secret sur le plafond qui a perduré pendant plus de 500 ans. La peinture représente Jules comme le prophète Zacharie. Il lit un livre et 2 jeunes enfants, ou des anges, regardent par-dessus son épaule. Cela représente le moment où le prophète a prédit la fondation de l'Église catholique par le Christ. Pour les chrétiens de la Renaissance, Zacharie était l'un des personnages les plus importants de la Bible. C'est pourquoi il était si important que l'artiste le fasse figurer dans le portrait. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est qu'un enfant regardant par-dessus l'épaule du prophète lui fait un petit doigt d'honneur, ou plutôt l'équivalent de la Renaissance d'un doigt d'honneur, c'est-à-dire le signe de la figue. Michel-Ange a peint une des mains de l'enfant de sorte que son pouce soit coincé entre son index et son majeur. Cela peut ne ressembler à rien pour nous si ce n'est un jeu de je te tiens le nez, mais les gens de l'époque l'utilisaient pour conjurer le mauvais œil, insulter quelqu'un et même refuser une demande. C'est un geste relativement obscène, utilisé au moins depuis l'âge romain en Italie et en Europe du Sud et dans certaines parties de la région méditerranéenne. Il va ensuite acquérir une signification de bonne chance et s'est internationalisé avec la première colonisation. L'OVNI de Dracula. Dans une peinture médiévale actuellement exposée dans l'église du monastère de Sighisoara en Transylvanie, on peut clairement remarquer un objet volant non identifié. Cette soucoupe volante argentée ne peut être confondue qu'avec un vaisseau extraterrestre selon certains. Dans la fresque, on peut clairement la voir planer au-dessus d'un bâtiment qui pourrait être une église, avec des faisceaux de lumière qui en émanent. L'artiste a terminé la peinture avant 1534, bien que personne ne sache qui l'a peint ou quand il l'a exactement terminé. C'est un véritable mystère. Et la peinture d'OVNI se trouve dans la patrie de Dracula, ce qui rend les choses encore plus étranges. Vlad Tepes, l'inspiration pour la légende de Dracula, est née à Sighisoara, le même endroit d'où provient cette mystérieuse peinture. Il est difficile de croire qu'un OVNI a quelque chose à voir avec Dracula, mais la coïncidence reste tout de même très étrange. C'est aussi bizarre qu'il y ait une œuvre d'art médiévale montrant une soucoupe volante ou quelque chose qui y ressemble très fortement et dont le peintre est anonyme, mais pas un seul historien ne veuille en parler. Les chercheurs traditionnels l'ignorent complètement. Que pensez-vous que cela puisse être? Dites-le moi dans les commentaires.
Les secrets de la période bleue de Picasso. De nouvelles images radiographiques récentes de certains des tableaux les plus importants de la période bleue de Picasso ont révélé de nombreux secrets très intéressants. Les chercheurs ont découvert qu'une seule toile, la soupe de 1903, comptait à elle seule 13 couches au total. Ce qu'ils ont appris est que Picasso a travaillé sur les peintures de sa période bleue avec un sérieux dévouement. Les experts en art se sont toujours demandé comment Picasso créait des œuvres d'art aussi phénoménales. Et maintenant, après une étude technique de 3 ans, ils savent que tout est lié aux couches superposées auxquelles avait recours l'artiste espagnol. Les scans ont démontré qu'il a ajouté et soustrait des éléments de ses peintures bleues à toutes sortes de points différents. Si l'on regarde la soupe, elle comporte 13 couches de peinture, et l'une de ces couches contenait un personnage supplémentaire qui a été effacé par la suite, qui se tenait entre l'enfant et la femme avec la soupe. Il y avait aussi une jarre en céramique qui elle aussi a disparu. Presque toutes les peintures de Picasso, en particulier celles de la période bleue, ont ce genre de couches. Tant sur le fond que sur la forme, les peintures de la période bleue de Picasso traduisent une profonde affliction. Du côté de la technique, ce sont des œuvres monochromatiques aux lignes austères et à la composition efficace, et ne comportent généralement aucune indication de temps ni de lieu, comme s'ils représentaient une constante universelle, la douleur. Il utilisait différentes couches pour ajouter plus de profondeur, pour ajouter et enlever des personnages et des objets, et parfois par nécessité, quand il n'avait pas d'argent pour acheter une nouvelle toile. Dure la vie d'artiste. Buste de Néfertiti. Vers 1345 avant Jésus-Christ, un sculpteur égyptien nommé Thoutmôsis a créé un buste de Néfertiti, l'épouse du pharaon Akhénaton de la 18e dynastie, père de Toutankhamon. Célèbre pour sa beauté, elle était l'une des femmes les plus emblématiques de l'histoire. Le buste a été découvert en 1912 par l'égyptologue allemand Ludwig Brocard lors des fouilles de l'atelier de Thoutmôsis sur le site d'Amarna en Moyenne-Égypte. Et bien qu'aucune inscription ne permette d'identifier Néfertiti, les experts pensent qu'il s'agit bien d'elle en raison de la couronne bleue qu'elle porte dans d'autres représentations. Le buste mesure 48 cm et pèse à peu près 20 kg. Et cette sculpture est très rapidement devenue une icône de la féminité rayonnant dans le monde entier. D'ailleurs, elle est considérée comme la représentation d'un visage féminin la plus célèbre au monde après la Joconde. En tout cas, jusqu'à ce que le journaliste suisse Henri Stierlin enquête et jette un pavé dans la mare. Son livre, Le buste de Néfertiti, une imposture de l'égyptologie, qui a été publié en 2009, proclamait haut et fort que l'un des chefs-d'œuvre de l'art égyptien était en fait un canular. L'auteur tonne que la sculpture n'est en fait pas du tout ancienne. Selon lui, lors des fouilles du site d'Amarna, l'équipe de Brocard a voulu découvrir les techniques de fabrication des artisans du roi maudit. Et ceux-ci disposaient en effet d'un stock abondant de minéraux nécessaires à la création de pigments. De plus, le calcaire était particulièrement présent sur le site. Et ce qui rend cette découverte particulière, c'est que l'image de la reine, bien que magnifique, présente un orbite vide, ce qui rend l'image par ailleurs charmante plutôt inquiétante. Un scanner, réalisé sur le buste en 2007, a révélé que le buste était fait de pierres calcaires, recouvert de couches de stuc d'épaisseur variable. Et si le journaliste avance plusieurs arguments, notamment qu'il n'y a pas eu de rapport de fouille sur la découverte, ni d'exposition publique avant 1923. Donc que s'est-il réellement passé ce jour de décembre 1912 ? Il est seulement rapporté qu'un objet a émergé du sable d'une des pièces de l'atelier de Thoutmôsis. Mais aucun des arguments du journaliste ne semble vraiment décisif. Cependant, il a le mérite de relever plusieurs inexactitudes concernant cette découverte. Par exemple, les approximations de Brocard, jugées au départ précises et rigoureuses, ainsi que sa volonté de ne pas exposer ce buste en public. Néanmoins, tout porte à croire qu'il s'agit d'une véritable œuvre égyptienne antique. C'est en tout cas l'avis actuel de la grande majorité des égyptologues, comme Zahi Hawass et Dominique Farrou, philologues et professeurs à l'école du Louvre. Mais ce n'est pas la seule controverse autour de ce trésor archéologique. Les autorités égyptiennes veulent récupérer le buste et ont formulé plusieurs demandes de restitution de la statue volée. La campagne pour le rapatriement du buste de Néfertiti a commencé dès qu'il a été exposé en public en 1924. Il est aujourd'hui exposé au Neues Museum de Berlin. Bonnet d'âne égyptien.
Les Égyptiens de l'Antiquité, entre 1560 et l'an 30 avant notre ère, portaient des cônes particulièrement étranges sur la tête. De nombreux objets d'art égyptiens datant de ces années-là montrent des personnages portant ce qui ressemble presque à des bonnets d'âne. Il s'agissait de chapeaux coniques pointus, comme s'ils avaient des plots de balisage attachés à leur crâne. Mais comme aucun exemple physique d'un de ces cônes n'a jamais été trouvé, les archéologues se sont toujours demandé s'il existait vraiment ou s'il n'était qu'un style artistique. Finalement, 2 cônes ont été enfin découverts, ce qui constitue une première historique. Les cônes ont été découverts sur les crânes de 2 inconnus enterrés sur le site d'Amarna en Égypte il y a 3300 ans. Les cônes étaient faits de cire et étaient presque complètement désintégrés, mais ils ont été suffisamment préservés pour prouver que les anciens Égyptiens portaient vraiment ces chapeaux bizarres. Maintenant, voici quelque chose qui peut sembler sans rapport, mais qui pourrait en fait être une révélation majeure. Nous devons revenir aux Anunnaki et aux figurines d'Obéide. Ces figurines d'êtres reptiliens étranges disposaient de têtes en forme de cône. Les figurines étaient toujours sculptées avec l'arrière de la tête ressemblant à une sorte de cône de glace renversé. Certains pensent que l'influence de ces mystérieuses divinités reptiliennes s'est poursuivie pendant des milliers d'années après la disparition de la culture d'Obéide. Les Égyptiens qui portaient des cônes bizarres sur la tête tentaient peut-être d'imiter les humanoïdes reptiliens vénérés par ceux qui les ont précédés de plusieurs milliers d'années, et ce, jusqu'à il y a environ 2000 ans, quand les gens ont finalement commencé à oublier les reptiliens qui seraient venus des astres pour propulser l'humanité. Mais les cônes bizarres n'étaient peut-être qu'une mode, comme les chapeaux à visière, les reptiliens d'Obéide. La ville d'Eridu a été construite pendant la période Obéide, une période de la préhistoire mésopotamienne qui a duré de 5500 à 3900 avant notre ère. C'est à cette époque que les peuples préhistoriques de l'ancienne Mésopotamie ont commencé à sculpter d'étranges figurines de lézards connues sous le nom de figurines d'Obéide. Ces petites sculptures étaient formées à l'image de reptiles humanoïdes. C'étaient des sortes de créatures dont le corps ressemblait à celui d'hommes et de femmes ordinaires, mais dont la tête ressemblait à celle d'un lézard. La plus grande partie de ces figurines a été trouvée par l'archéologue Harry Reginald Hall en 1919. Elles ont été découvertes sur le site d'Obéide, une ville tout aussi ancienne qu'Eridu. Et alors qu'il n'y a pas de réelle explication sur la raison de leur fabrication, il existe une théorie étrange que les scientifiques ont refusé de discuter et qui, encore une fois, a trait à un groupe d'êtres supérieurs connus sous le nom d'Anunnaki. Comme nous l'avons déjà dit, les Mésopotamiens croyaient que des êtres plus intelligents que nous étaient descendus des étoiles au début de la civilisation. Ces êtres auraient donné aux humains de grandes connaissances, aidé à construire les premières villes et étaient considérés comme des dieux. Mais gardez aussi à l'esprit que les Anunnaki étaient un véritable panthéon de dieux, mais les théories modernes de science-fiction ont changé notre perception d'eux. Les figurines d'Obéide semblent être des miniatures de ce à quoi ressemblaient ces divinités Anunnaki. Selon certaines interprétations, les Anunnaki étaient des hommes lézards reptiliens qui ont eu une grande influence sur les premiers humains et ont été immortalisés par les premières civilisations de Mésopotamie. Et cette théorie a largement été popularisée par l'auteur David Icke notamment. Astronomie avancée. Certaines des plus anciennes peintures rupestres du monde témoignent d'une connaissance incroyable de l'astronomie, et personne ne sait vraiment pourquoi l'art rupestre à travers l'Europe représente des constellations d'étoiles dans le ciel nocturne et même des événements tels que des impacts de comètes. Les peintures rupestres suggèrent également qu'il y a 40 000 ans, les êtres humains comptaient le temps en observant le mouvement progressif des étoiles dans le ciel. C'est assez déroutant et les historiens font de leur mieux pour donner du sens à tout cela. Un groupe de chercheurs de l'université d'Édimbourg a récemment examiné des peintures rupestres sur des sites en Espagne, en France, en Allemagne et même en Turquie. Ils ont découvert que chaque site utilisait la même méthode pour déterminer les temps et les dates, en s'appuyant sur une connaissance approfondie de l'astronomie. Les chercheurs ont trouvé cela déconcertant,
car la Turquie et l'Espagne se trouvent à des lieux l'une de l'autre, et il est très peu probable que des humains primitifs aient eu des contacts entre eux à une telle distance. La question est donc de savoir comment les hommes préhistoriques, après l'extinction de l'homme de Néandertal, ont appris à interpréter les étoiles et à compter le temps. C'est une véritable anomalie, et donc les gens ont une fois de plus trouvé la solution, oui, encore une fois dans les Anunnaki, mais moi j'en ai marre. Et ce, bien avant les Mésopotamiens. Certains pensent que les Anunnaki sont arrivés sur Terre il y a 100 000 ans et ont créé les humains pour en faire leurs esclaves génétiques. Cela expliquerait pourquoi il y avait tant de différentes sortes d'hominidés, car les Anunnaki auraient expérimenté pour créer la meilleure créature possible. Et une fois qu'ils ont eu l'Homo sapiens et se sont débarrassés des Néandertaliens, ils ont commencé à nous enseigner les voies de l'univers et les mystères des étoiles. Les lignes de Nazca. En 1926, l'une des plus grandes découvertes de l'histoire a été faite à 402 km au sud de Lima, au Pérou, près des rives de l'océan Pacifique. S'étendant sur une très grande plaine désertique, un mystère vieux de plusieurs milliers d'années s'est dessiné. Les lignes de Nazca couvrent environ 273 km² de terre plate et vide. Le sol y est parsemé d'images incroyablement complexes, dessinées à la main il y a des milliers d'années. Les géoglyphes comprennent des images d'animaux, des motifs abstraits compliqués, des images d'êtres étranges qui ressemblent presque à des extraterrestres, même des sortes d'empreintes digitales de géants. Ils ne semblent suivre aucun schéma précis. Ils sont dessinés au hasard, comme le ferait un enfant, très doué, avec un crayon et un bout de papier. Et l'homme moderne a vu ces lignes pour la première fois il y a un peu moins de 100 ans après l'invention des avions. Les géoglyphes sont vraiment énormes, certains mesurant plus de 48 km de long, et il est impossible de comprendre ce qu'ils représentent depuis le sol. Et même les voyageurs qui ont traversé les lignes dans les années 1500 pensaient qu'il s'agissait de vestiges de route. Ce n'est que lorsque les pilotes ont commencé à survoler la région qu'ils ont réalisé que les lignes formaient des images massives. Vu d'en haut, on a l'impression qu'un géant a dessiné du bout des doigts tous ses animaux préférés dans le sable. Les personnes qui ont réalisé ces géoglyphes appartenaient à la culture Nazca. Ils ont vécu dans toute la région à partir de 100 ans avant Jésus-Christ et ont prospéré jusqu'à 800 après Jésus-Christ. Et leurs géoglyphes étaient gravés dans la terre à des moments aléatoires de leur règne. Ils pratiquaient également la momification et la modification crânienne. Mais nous ne savons pas vraiment qui ils étaient et comment ils ont réalisé les géoglyphes. Mais le plus grand mystère qui perdure est que personne ne sait pourquoi. Mais si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les dire. Statue d'Ain Ghazal. En 1983, une découverte très surprenante a été faite lors de fouilles en Jordanie, non loin de la capitale Amman. Les fouilles se sont déroulées sur le site néolithique d'Ain Ghazal, révélant un ensemble de statues très étranges. Et ces sculptures se distinguent par leurs caractéristiques non conventionnelles qui défient toutes les découvertes antérieures dans la région. Et contrairement aux représentations de dieux ou de monarques, ces statues présentaient des caractéristiques particulières telles que des yeux ovales et très larges et des corps très minces et très étranges. Pour certains, elles ressemblent étrangement à ce que l'on pourrait associer à des êtres venus de l'espace. Cependant, ce qui a encore plus déconcerté les archéologues, c'est l'existence d'une caractéristique encore plus étrange. Bon nombre de ces statues disposaient de 2 têtes. Ces mystérieuses statues ont été extraites d'une tranchée à l'aide d'un bulldozer, ce qui a permis de mettre au jour une trentaine de figurines humanoïdes dans le village préhistorique. Et d'ailleurs, pour ceux qui seraient curieux de les voir en personne, l'une d'elles est exposée au musée du Louvre à Paris, et c'est d'ailleurs l'œuvre la plus ancienne du Louvre, rien que ça. Le village d'Ain Ghazal a prospéré pendant environ 2000 ans, de 8000 à 6000 ans avant notre ère. Au cours de l'ère néolithique, Ain Ghazal était supposée être l'une des plus grandes villes du Moyen-Orient, bien qu'il reste peu de preuves pour éclairer la culture qui y prospérait autrefois. La découverte de ces statues a suscité énormément d'agitation et de théories. Pour la plupart, ces statues représentaient des divinités, tandis que pour d'autres, la très mystérieuse civilisation qui en est à l'origine a connu une sorte de mutation très rare chez certains de ses membres,
ce qui aurait conduit au développement d'individus à deux têtes, comme cela se produit parfois très rarement dans la nature. Et si vous trouvez ces théories complètement farfelues, attendez, il y a pire. La théorie la plus étrange serait que ces statues aient été inspirées par des créatures réelles rencontrées par les anciens humains. Mais l'intention et la signification précise de ces statues demeurent très mystérieuses, ce qui nous amène à nous interroger sur ce qu'elles étaient censées symboliser. Et pour ceux qui voudraient la voir dans le Louvre, elle est située dans le département des Antiquités du Proche-Orient, à cheval entre les îles Sully et Richelieu. Et ces ruines énigmatiques renferment des secrets d'histoire très obscurs. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.